président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Que sera 1968? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Pourtant, en considérant la façon dont les choses se présentent, c'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les 12 prochains mois l'existence de notre pays. Mai-juin 68, quand on y repense, on est surpris que ça n'ait pas été plus prévu que ça ne l'a été. J'avais beaucoup de relations avec les milieux professionnels ou syndicaux en tant que secrétaire d'État à l'emploi. Je puis vous dire que je n'en avais vu aucun qui, avant les événements de mai 68, les ait prévus. Je ne sentais pas venir une grande crise et surtout, je ne sentais pas venir une grande crise sociale. Je ne suis pas du tout de ceux qui disent j'avais tout prévu. Je n'avais rien prévu. Qui pouvait, en effet, prévoir l'imprévisible? La France gaulienne prospérait. Fouettée par une croissance sans précédent de la production industrielle, l'Hexagone se transforme. Le pays se modernise. En quelques années, le chambardement est inouï. L'impératif économique prime. Les responsables sont convaincus que le progrès technique, l'abondance matérielle, résoudront les tensions sociales. Les biens d'équipement qui déferlent dans les vitrines donnent l'impression que la société tout entière est entrée dans l'ère de la consommation. C'est aller vite en besogne. Les 30 glorieuses ne le sont pas pour tout le monde. L'expansion miraculeuse creuse également les inégalités. Mini-moc et mini-jupe. Le phénomène majeur des années 60, il est là. L'apparition fracassante sur la scène sociale d'une génération nombreuse, les enfants du baby-boom. La jeunesse n'est pas une classe, mais elle a ses repères, ses rites, ses signes de reconnaissance, sa musique. Mes copains sont à moi. Une révolution culturelle où Lennon compte plus que Lénine bouscule les codes sociaux. Dans la France pompidolienne règne un ordre moral archaïque. Dans les lycées, les filles doivent porter des blouses, le pantalon n'est pas autorisé. Quant à la pilule, il a fallu que quelques pionniers bataillent ferme pour la faire admettre. La jeunesse se révolte contre des interdits d'un autre âge. Une rébellion hédoniste, existentielle, anti-autoritaire fonde les soubresauts de 68. En apparence, le boulevard Saint-Michel semble immuable. En réalité, le quartier latin explose sous les effets de la croissance des effectifs étudiants. Ils ont presque triplé en 10 ans. On se rendait bien compte que l'université n'était pas adaptée aux besoins, que des méthodes d'enseignement, que la façon d'accueillir les étudiants, que l'équipement, bibliothèque ou autre chose n'était pas au point. Et on sentait bien que la jeunesse avait des aspirations qui n'étaient pas satisfaites. Les étudiants ne sont plus des fils à papa, des héritiers. L'accès à l'université s'est démocratisé et les enfants des couches moyennes sont particulièrement sensibles à la misère étudiante. Ainsi, ce milieu, par nature turbulent et frondeur, se transforme en acteur social, en plaque sensible des contradictions d'une société écartelée entre modernisation et immobilisme. Devant la vague, les pouvoirs publics ont lancé la construction de campus à la périphérie des villes. Nanterre la folie, le nom de la gare est tout un symbole. Entre bidonvilles où croupissent des immigrés et HLM, a été imaginée et construite une université. Les étudiants essuient les plâtres et pataugent dans la boue. Nanterre, laboratoire détonnant, est un terrain de prédilection pour l'action d'une minorité ultra-politisée. Ces militants, qu'on appelle déjà gauchistes, qui rejettent aussi bien le modèle occidental que le système communiste, cherchent, au-delà des frontières, la révolution radicale, pure et dure. Pour beaucoup, la guerre du Vietnam cristallise les valeurs de contestation.
De Berlin à Tokyo, Berkeley ou Rome, la fièvre révolutionnaire s'enflamme pour la lutte d'un petit peuple martyrisé par la plus grande puissance du monde. Les figures boursouflées par le napalm dans les rizières d'Indochine ont largement contribué à la radicalité d'une génération en révolte contre la société. L'humanité avait un visage barbare et l'Occident capitaliste en était coupable. Le 20 mars 68, des militants qui avaient cassé la vitrine de l'American Express sont interpellés. Pour protester contre leur arrestation, le 22 mars, 142 étudiants, emmenés par un rouquin, élève en sociologie, passent à l'action. C'est cette salle que nous avons occupée le 22 mars 1968. Pourquoi cette salle? C'était le conseil d'administration de l'université. Et comme nous avions décidé de porter un coup mortel à l'administration universitaire, nous sommes entrés dans ce lieu. Le leader incontesté était ce garçon, ce rouquin, qui s'appelait Cohn-Bendit, et qui n'appartenait à aucune des formations marxistes, léninistes, trotskistes, maoïstes qui se disputaient plus ou moins, mais qui étaient très actives, et ce qui pouvait les fédérer du fait qu'il n'appartenait à aucune d'entre elles. Et on a su également qu'il était d'origine allemande. Alors, à ce moment-là, j'ai demandé à Christian Fouché d'expulser ce Cohn-Bendit. La procédure d'expulsion est longue. Elle doit être précédée d'une sanction universitaire qui suit un processus complexe. Pendant ce temps, le mouvement du 22 mars se développe. On a été les seuls à parler de la sexualité, à parler de la musique, etc. Et effectivement, c'était quelque chose qui est très, très ressenti. Tout d'un coup, les étudiants disaient, d'abord, ils sont drôles, et deuxièmement, ils parlent de choses réelles, ils parlent de la vie. Et c'est ce qui les a attirés. Pendant tout le mois d'avril, l'escalade se poursuit sur le campus, jusqu'à la paralysie. J'ai décidé de prendre les mesures suivantes. À partir de demain, vendredi 3 mai, 9h, et jusqu'à nouvel ordre, les cours et travaux pratiques de la faculté seront suspendus. Tous au meeting international du 9. C'est là que tout a commencé d'une certaine manière, le 3 mai 68. On n'était pas très nombreux, là on était 400 ou 500, et on s'était réunis parce que la veille, la faculté de Nanterre avait été fermée. Il y avait beaucoup d'agitation à Nanterre, et à la Sorbonne, il n'y avait vraiment pas grand-chose. On faisait passer le temps tout l'après-midi en prenant la parole devant cette maigre foule. Aujourd'hui, l'administration universitaire s'allie avec le pouvoir pour prendre des mesures répressives contre les militants de Nanterre. Et dehors, il y avait les gens d'Occident, avec Madelin, qu'on connaît à d'autres fonctions aujourd'hui, qui nous en voulaient sans doute et qui faisaient des petites percées dans le quartier latin. Craignant une menace fasciste, on a pris quelques pieds de table et pieds de chaise et les gens se sont armés, peut-être autant pour s'occuper qu'autre chose. À cet instant, le recteur s'inquiète et fait fermer les amphis. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. 300 d'étudiants se sont installés dans la cour de la Sorbonne. Une bonne centaine étaient armés de gourdins, de manches de pioches et même de pioches. C'est à ce moment-là que le recteur de l'Université de Paris, le couvre entièrement, a fait appel aux gardiens de la paix municipaux. Il y a eu une erreur d'exécution. C'est que dans cette évacuation de la cour de la Sorbonne, on aurait pu se contenter de pousser les étudiants vers la sortie et la police les a embarqués pour procéder à ce qu'elle appelle des vérifications d'identité. C'est la routine de la police dans ces cas-là, mais d'autres étudiants qui n'étaient pas encore entrés dans la Sorbonne ou ceux qui étaient dans la Sorbonne mais qui n'avaient pas été embarqués dans les paniers à salade ont cru qu'on emmenait leurs camarades en prison et se sont mis à lancer des pierres sur les paniers à salade et ça a été la première échauffourée grave. Un brigadier a le crâne ouvert par un pavé. Mal préparé à une telle agressivité, les forces de l'ordre chargent à l'aveuglette et matraquent tout ce qui bouge. Quasiment tous les dirigeants politiques du mouvement
se trouvaient dans les paniers à salade. Et dans les cars, on se regardait tous, on se disait, mais d'où ça vient? Ça peut pas être spontané, c'est pas vous, non, c'est pas ton organisation, non, c'est pas nous. Je veux dire, c'était effectivement spontané. Et à mon avis, si la police n'avait pas cerné les bâtiments, et n'avait pas embarqué les 400 ou 500 manifestants qui se trouvaient dans la cour de la Sorbonne, il ne se serait certainement rien passé. On m'a souvent dit, mais si vous n'aviez pas fait l'erreur de rentrer à la Sorbonne, on aurait évité mai 68, on aurait évité le 3 mai. Mais ce serait arrivé le 4 ou le 6, je crois que le moment était venu, n'est-ce pas? Ça devait arriver. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte. Maître, vous êtes avocat, vous assumez vous-même... Lundi 6 mai, dans une Sorbonne en état de siège, les troublions de Nanterre sont convoqués devant le conseil de discipline de l'université. Je voudrais vous signaler, monsieur. Oh, vous pouvez me regarder, vous avez ma photo en train de s'y faire. Quel est votre sentiment? Je crois qu'il y aura une manifestation, effectivement. La veille, 4 manifestants, arrêtés le vendredi 3, ont été condamnés à des peines de prison ferme. Le mot d'ordre, libérer nos camarades, en cette première semaine de mai, va transformer des milliers d'étudiants tranquilles, préoccupés de leurs examens, en manifestants déchaînés. Vers 14h30, au croisement de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Germain, commence la première bataille de la journée. Les manifestants seront foulés par la place Maubert, où pendant plusieurs heures, un duel d'artillerie, pavé contre grenades, va les opposer aux policiers. La place est prise et reprise. Le préfet de police, venu sur place, est stupéfait de la violence des affrontements. Vers 17h, les voltigeurs décrochent. L'UNEF a lancé depuis la veille un mot d'ordre de rassemblement à 18h, place d'Enfer Rochereau. Des milliers d'étudiants, rejoints par des enseignants, réclament la satisfaction de 3 revendications qui ne changeront plus. Réouverture de la Sorbonne, évacuation des forces de police et surtout, libération des emprisonnés. Rue de Rennes, le cortège enfle. Ce qui est exaltant pendant toute la première période de mai, c'est le nombre toujours plus grand, l'incessante augmentation, si on veut, du nombre des manifestants. Ça surprend tout le monde et ça donne effectivement la possibilité aussi de résister et donc de charger même la police. À Saint-Germain, vers 19h, les affrontements reprennent. Il y a quelques jours, Monsieur le ministre, vous avez déclaré qu'il s'agissait d'une poignée d'agitateurs qui étaient responsables du désordre actuel. Si vraiment il n'y avait qu'une poignée de trublions, c'est votre terme que vous aviez employé, croyez-vous vraiment que les manifestations auraient revêtu l'ampleur qu'on a connue vendredi et aujourd'hui? Il ne faut pas exagérer la proportion que tout cela prend. Même dans l'Université de Paris, il y a 160 000 étudiants. L'immense majorité de ces étudiants veut travailler en paix. Et les forces de l'ordre n'interviennent que pour protéger ceux qui veulent travailler en paix. Bien, nous espérions dissocier les meneurs, qui étaient des révolutionnaires, qui étaient violents, qui avaient depuis longtemps leur plan, qui consistait à changer la société. Nous espérions pouvoir les dissocier des autres. On n'avait peut-être pas mesuré la capacité de solidarité qu'avaient les étudiants et qui faisait que même des étudiants qui n'approuvaient pas des actes de violence se sentaient instinctivement proches de ceux d'entre eux qui avaient commis ces violences à partir du moment où l'on voulait réprimer. Et c'est à ce moment-là qu'on a senti combien cet engrenage, violence, répression, solidarisation,
Et c'est un engrenage très difficile à dissocier. Nous sommes derrière les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures sont en rouge. Aïe la vache. La bataille de Saint-Germain-des-Prés se prolonge toute la soirée. Un commissaire de police note dans son compte-rendu. À plusieurs reprises, le barrage a failli être emporté. Vers 20 h, la situation devenait intenable pour le personnel attaqué de toutes parts. On décompte, au soir du 6 mai, après 12 heures de bagarre, 487 blessés, dont 200 policiers. Le lendemain est plus calme. Profitant d'une erreur de la police, qui avait laissé le pont de la Concorde ouvert, 20 000 manifestants remontent les Champs-Élysées et entonnent l'Internationale, là où retentit d'habitude l'hymne national. Le Premier ministre est parti depuis le 2 mai en voyage officiel en Iran et Afghanistan. Tandis que Georges Pompidou fait du tourisme, le gouvernement fait du surplace. Louis Joxe, gaulliste historique qui assure l'intérim, n'est pas fait pour l'histoire. Par nature, il privilégie la conciliation. Christian Fouché, ministre de l'Intérieur, balance entre la matraque et ses états d'âme. Donc l'absence, le silence du général, l'absence de Pompidou et le manque d'expérience de Christian Fouché fait qu'il y a eu quand même tout de suite pas mal de flottements. Je l'ai senti, moi, personnellement. Là. De Gaulle se tait officiellement. Les chahuts étudiants ne sont pas de son niveau. Mais en Conseil des ministres, le 8 mai, il exige la fermeté. Le général de Gaulle considérait que quand on est dans une situation de type insurrectionnel, il faut une très grande fermeté. Il ne faut en rien céder devant l'émeute, car toute concession qu'on lui fait est le point de départ de revendications nouvelles, de sorte qu'on ne peut plus rien arrêter. Pourtant, l'après-midi à l'Assemblée, Perfit, pressé par Fouché, risque une ouverture. Est-ce parce que selon l'IFOP, 60% des Français approuvent les étudiants? L'objectif annoncé par les autorités universitaires compétentes et par le ministère de l'Éducation nationale et confirmé ce matin par le gouvernement, a toujours été la reprise rapide des cours. Mais il est clair que ce qu'il s'agit de reprendre, ce sont des cours. Ce ne sont pas des manifestations de violence dans les amphithéâtres. Curieusement, la presse a retenu ça. On va rouvrir la Sorbonne demain. Et il y a même eu une édition spéciale qui a été distribuée dans Paris le soir même. Perfit ouvre la Sorbonne. Le général de Gaulle que j'ai vu le jeudi après-midi n'était pas du tout satisfait des réactions de la presse. J'ai dû lui montrer le journal officiel pour lui montrer que mes propos étaient extrêmement prudents et extrêmement équilibrés. Il m'a dit, bah, écoutez, puisque les conditions ne sont pas réunies, il n'est pas question d'ouvrir la Sorbonne. L'Élysée ne veut pas entendre parler du moindre compromis. Et pourtant, c'est le moment. Car le mouvement étudiant, depuis 2 jours, marque le pas et se cherche. De sit-in improvisé devant la Sorbonne, en meeting enflammé, il apparaît à Cohn-Bendit et à ses camarades que devant l'intransigeance du pouvoir sur leurs 3 revendications, il ne reste que l'escalade. Nous étions persuadés, disons, au 22 mars, que si on voulait vraiment, disons, gagner sur nos revendications, les 3 revendications du début, l'on ne pouvait gagner qu'en augmentant la mobilisation, donc en radicalisant le mouvement sur ces revendications. Vendredi 10 mai, 18 h. Ils sont des dizaines de milliers, dont beaucoup de très jeunes lycéens, au rendez-vous d'enfer. Chacun pressent que cette journée sera décisive, mais nul n'imagine à quel point. Ce jour-là, en effet, l'histoire est également au rendez-vous.
Vers 20h, le cortège remonte le boulevard Saint-Michel, passe devant la Sorbonne sévèrement bouclée et s'arrête devant le Luxembourg. Et puis là, l'idée a germé. Je crois d'ailleurs qu'elle doit venir plus ou moins ou de Cohn-Bendit, ou en tout cas du 22 mars, du mouvement du 22 mars. C'était de dire, ben, finalement, ils occupent la Sorbonne, on occupe la police, et on l'encercle à notre tour. Au bout d'une heure ou 2 heures, on a entendu un drôle de son, un espèce de bruit métallique frappant le sol, et on a compris que les manifestants, spontanément, s'étaient mis à dépaver pour construire des barricades. Et on a assisté à ce spectacle hallucinant de milliers d'étudiants formant des chaînes, un peu comme sur les barrages de Chine populaire, pour édifier des barricades à partir de pavés et de tout ce qui pouvait servir pour élever des murs. Et à une vitesse incroyable, insoupçonnable, des barricades de 2-3 mètres de haut se sont élevées dans la plupart des rues, et en particulier rue Gay-Lussac. Il régnait tout autour de la Sorbonne et sur la montagne Sainte-Geneviève une incroyable atmosphère de kermesse, de fête, voire de carnaval. Tous ces jeunes étaient convaincus qu'ils allaient l'emporter. Il y avait véritablement le sentiment que si on restait là, un peu comme les trompettes de Jéricho, si on restait là suffisamment de temps, on allait obtenir le départ des CRS, la réouverture de la Sorbonne et satisfaction sur toute la ligne. Les barricades s'élèvent. Le gouvernement, lui, flotte entre toutes les attitudes. La police campe l'arme au pied à un jet de pierre des manifestants. Et mes collaborateurs et moi, nous avions espéré que les très jeunes, 12 ans, 14 ans, 15 ans, allaient rentrer chez eux gentiment. Or, malheureusement, il faisait très beau. Ils sont restés là et déclencher de fortes opérations de police avec de très jeunes mêlés aux plus grands, c'est préoccupant. En attendant, dans les coulisses, se déroulent plusieurs négociations parallèles. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion quand Touraine m'a proposé la négociation avec le recteur. Ce lutin doué et génial qu'est Cohn-Bendit avait réussi à se faufiler jusqu'auprès du recteur qui ne savait pas du tout qu'il avait Cohn-Bendit en face de lui. Et on a appris par la radio, par une radio périphérique, que Cohn-Bendit était dans le bureau du recteur. J'ai aussitôt appelé le recteur. Je lui ai dit, mais vous savez que vous avez Cohn-Bendit en face de vous? Oh, mais c'est pas possible, mais ce n'est pas vrai, monsieur le ministre, vous vous trompez. Alors, je dis, vous n'avez pas un rouquin en face de vous, une figure ronde? Et il m'a dit, bah si. Les négociations ne pouvaient qu'échouer. C'était trop tard ou trop tôt. Et chez moi, à 2 h du matin, qui ai dû dire à Perfit qu'il fallait en finir, parce que je n'avais pas de relève assurée pour remplacer des policiers fatigués, et puis qu'on avait quand même à ce moment-là 10 ou 15 ou 20 barricades édifiées autour du Panthéon, que ça ne pouvait pas durer ainsi. À 2 h du matin, c'est l'assaut. Ne vous pas que c'est des manifestants, mais la rue est en manifestation. À l'aube, les forces de l'ordre ont repris les barricades après de furieux combats. Commence alors dans les ruelles du 5e arrondissement une chasse aux manifestants. Les fuyards sont poursuivis dans les appartements, les escaliers et matraqués avec sauvagerie. Les passages à tabac dans les cars ou les commissariats sont nombreux. Il y a des centaines d'arrestations, des centaines de blessés, certains dans un état grave, mais par miracle, il n'y a pas de mort. Je comprends que les étudiants soient heurtés au lendemain de ces événements dont ils ont vu le côté dramatique. Puis-je dire encore que ce matin, un journal titre un peu méchamment, n'est-ce pas, le préfet de police est satisfait,
simplement parce qu'en effet, j'ai marqué non pas ma satisfaction, mais tout de même ce qu'aurait pu être ma désolation si nous avions eu des morts cette nuit. Et il faut penser que plus d'une fois, on a été à un doigt d'avoir ce genre de conclusion dramatique. Or, nous l'avons évité. À 6 h du matin, Jox réveille De Gaulle qui s'était couché à 10 h et l'informe des événements de la nuit. L'ordre règne à Paris, mais à quel prix? Les journaux, les radios, qui n'ont cessé d'émettre, font état de la violence policière. L'opinion bascule. La CGT, jusque-là hostile à un mouvement anarchique, réagit et appelle pour le 13 mai à une grève générale et à une manifestation. Cette nuit n'a pas été une nuit banale. Et la violence contre les étudiants avait réellement modifié même l'état d'esprit d'une grande partie de l'opinion publique qui pouvait s'interroger les jours précédents sur la nature de ce mouvement étudiant, mais qui, là, n'accepte pas qu'on matraque aussi violemment la jeunesse. La fièvre étudiante est en train de se communiquer au corps social. Le gouvernement ne l'a pas encore perçu. Il s'apprête à circonscrire l'incendie du quartier latin, alors que la mèche court déjà. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que je viens d'accomplir un voyage qui était peut-être un peu fatigant, mais qui était étonnant par le capital de sympathie et de respect pour la France qu'il a révélé dans ces pays d'Iran et d'Afghanistan. Maintenant, je rentre décidé à essayer de développer nos relations de toute espèce avec ces deux pays et décidé aussi, vous vous en doutez, à me préoccuper des affaires françaises sur lesquelles j'ai un certain nombre d'idées. Enfin, je ne vous les dirai pas tout de suite. Georges Pompidou arrivait d'Afghanistan calme, reposé, bronzé, alors que nous avions passé des nuits à ne pas dormir et nous devions être pâles et décomposés à côté de lui. Il nous a réunis et il nous a dit « voilà mon plan ». Et je me suis dit, de toute façon, le général va l'envoyer sur les roses. Pompidou a, en une demi-heure, réussi à retourner le général de Gaulle, lequel, par la suite, lui a reproché de lui avoir forcé la main en mettant sa démission dans la balance. J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi, les cours reprenant à la diligence du recteur et des doyens. À partir de lundi également, la Cour d'appel pourra, conformément à la loi, statuer sur les demandes de libération des étudiants condamnés. Georges Pompidou, dès son retour, a joué une carte tactique qui est celle de durer, de faire le gros dos, car il se disait, l'opinion publique est contre nous, il faut lui laisser le temps de réaliser ce qu'est mai 68 et où cela va l'amener. Et ça a été toute notre tactique à Matignon. Son action était fondée sur une intuition. C'est qu'il fallait tout faire pour éviter les drames et laisser le mouvement s'essouffler. Le général de Gaulle considérait que tout ça, c'était un désaveu du gouvernement, donc un désaveu de lui-même, le chef de l'État. C'était un changement complet de politique. Et quand on change complètement de politique au cours d'une période de type insurrectionnel, eh bien, on n'existe plus. Le gouvernement se met à genoux et il est incapable ensuite de reprendre les choses en main. Il ne m'a pas dit c'est du Pétain, mais il a dit c'est toujours la facilité, comme au moment de la réoccupation de la rive gauche du Rhin, comme au moment de Munich et comme au moment de la débâcle. La facilité. On renonce à se battre parce que c'est plus facile. Aussitôt rouverte, la Sorbonne est occupée au son du piano d'Higelin. Ça suffit.
Ils sont 300 000 à défiler de la gare de l'Est à Denfert-Rochereau. La poignée d'enragés s'est faite multitude. Les excités de Nanterre et de la Sorbonne, si isolés quelques jours plus tôt, ont fait des petits. Et les grosses cohortes de salariés, émus par la répression policière, ne peuvent s'empêcher de tirer la leçon de la semaine écoulée. L'action a payé. Devant la résolution des manifestants, le pouvoir, après avoir dit non aux revendications étudiantes, a fini par céder. Les plus déterminés des jeunes ouvriers méditent l'exemple des guérilleros du quartier latin. Les dirigeants de la CGT ont retrouvé le sourire. Ils sont en terrain inconnu. J'ai participé à beaucoup de manifestations au cours de mon existence depuis ma jeunesse. C'est une des plus extraordinaires que j'ai vécues. Ça a été le maximum de ce qu'on pouvait imaginer, même au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Une seule ombre au tableau pour les communistes. La présence au premier rang de Cohn-Bendit, le troublion. À la fin de la manifestation, Cohn-Bendit entraîne quelques milliers de personnes jusqu'au Champ de Mars, histoire de prolonger un peu la fête. Le mardi 14 au matin, le général de Gaulle s'envole pour un voyage officiel en Roumanie. Vous êtes faits, vous les Roumains, pour vivre en roumain. Pendant l'absence du chef de l'État, Georges Pompidou se saisit des commandes. Il est entouré de sa garde rapprochée, Jaubert, Balladur, Juillet, Chirac, qui ne manquent pas d'occupation. À l'époque, M. Davidoff, qui est un important producteur de cigares, venait de publier un livre. C'était juste pendant ces jours-là. Et alors M. Pompidou, qui était un grand amateur de cigares, M. Pierre Juillet, qui est un autre amateur de cigares, discutait à perte de vue sur ce livre et sur les mérites comparés des différentes catégories de cigares. Moi, j'ai horreur des cigares. Je ne suis pas fumeur de cigares, alors j'écoutais cela, je m'instruisais naturellement. Je n'ai jamais été aussi savant sur les cigares que pendant cette période. Et puis quand on avait fini de discuter des cigares, en attendant les choses, on discutait de chasse. Et moi, je ne suis pas chasseur. Mais M. Pompidou était un excellent fusil, comme vous le savez, M. Juillet également. Et moi, je n'étais pas chasseur, alors je me suis également instruit sur la chasse pendant cette période. Le 14 mai, devant les députés, l'ancien normalien Pompidou n'hésite pas à prendre du recul et de la hauteur. La jeunesse universitaire, en tout cas, se trouve désemparée. Je ne vois de précédent dans notre histoire qu'en cette période désespérée que fut le XVe siècle, où s'effondraient les structures du Moyen-Âge et où déjà les étudiants se révoltaient en Sorbonne. À ce stade, ce n'est plus, croyez-moi, le gouvernement qui est en cause, ni les institutions, ni même la France. C'est notre civilisation elle-même. À l'heure même où Pompidou parle à l'Assemblée, des ouvriers de Sud Aviation à Bouguenais, près de Nantes, votent la grève et occupent l'usine. Le lendemain, la grève démarre à Renault-Cléon, près de Rouen, puis à Sandouville-les-Flins. Les jeunes ouvriers de 20 ou 25 ans de Cléon ou de Sud Aviation n'avaient aucune raison de ne pas avoir des revendications, puisqu'on cédait tout ce qu'ils voulaient à leurs camarades étudiants. À Billancourt, en fin d'après-midi le 16, les débrayages commencent. De toute façon, moi je pense que c'est parti de la base. On nous a téléphoné dans notre bureau en nous disant dépêchez-vous, ici à la Grande Tôle, ils font la grève, allez dans tous les coins de votre secteur et dites-leur de sortir. Et en fait, quand je suis arrivée ici, tout le monde sortait de tous les coins. Je suis arrivée au bureau syndical, tout le monde était un peu dépassé par tous ces gens-là qui sortaient. Ça s'est organisé petit à petit. Attends, je termine, hein, tu permets. Mais j'ai bien l'impression, en tout cas, qu'après ça, on a redressé, enfin, on a pris
la tête du mouvement, mais n'empêche que les gens, ils dégringolaient, ils déboulaient, et sur le coup c'était rapide, et des copains ont même avoué par la suite. Ça allait vite. Où ça? Ça allait vachement vite. Oui. Ça allait vachement vite et c'était un peu surprenant. Personne ne s'y attendait tellement. On est monté dans l'île Seguin, qui est derrière nous, et on a décidé, avec toute une série d'autres salariés d'autres ateliers, d'occuper pour la nuit l'entreprise et d'envoyer une délégation à la direction pour obtenir l'ouverture des négociations. Premièrement, l'augmentation générale des salaires pour toutes les catégories et pas un salaire en dessous de 100 000 anciens francs pour l'ouvrier spécialisé. Deuxièmement, la réduction du temps de travail sans perte de salaire. Et précisément le 17 mai au matin, là j'insiste beaucoup là-dessus, ce sont les salariés qui, réunis dans l'île Seguin, ont décidé à main levée d'occuper l'entreprise. Le démarrage de la grève chez Renault-Billancourt a été ressenti, la CGT l'a cité en exemple, mais a été ressenti partout comme en quelque sorte un exemple et un signal. La grève se répand comme une tache d'huile. Le 17, une cinquantaine d'usines est occupée. On dénombre 200 000 grévistes. La CFDT se lance tout de suite dans la bataille. Les consignes sont données à toutes nos organisations de prendre en rapport avec les travailleurs toutes les dispositions pour donner le maximum d'ampleur possible au mouvement de grève actuellement décidé. La CGT prend la tête d'un mouvement qui a démarré sans elle. Les trains s'arrêtent, le pays roule vers la grève générale. Le 18 au soir, il y a 2 millions de grévistes. Pour les révolutionnaires de la Sorbonne, la grève est un cadeau du vieux Marx. Saisis par les frissons du grand soir, ils rêvent d'alliance avec ce prolétariat mythique, paré de toutes les vertus, et surtout de celle de faire la révolution. Afin de réaliser cette fameuse jonction étudiants-ouvriers, un cortège étudiant déboule jusqu'aux portes de Renault, que les militants CGT bouclent soigneusement. Pas question de se laisser contaminer. Dès le début, nous ne pouvions pas prendre le risque de donner le moindre prétexte au pouvoir d'engager une répression violente contre la grève des salariés sous prétexte d'incidents qui seraient arrivés, qu'on aurait pu grossir et qu'on aurait pu dire voilà, ça met la sécurité du pays en danger, ceci et cela. Parce que des barricades d'étudiants courageuses, qui ont leur signification, elles sont ce qu'elles sont. On les traite avec des coups de gourdin et des grenades qui font pleurer. Les barricades ouvrières, elles sont faites autrement dans l'histoire et on ne se contente pas de grenades qui font pleurer. Personnellement, j'ai toujours essayé de dire qu'il y a deux mouvements et que ces deux mouvements ne peuvent pas s'unifier comme ça. C'est-à-dire, il y a tout ce mouvement qu'on appelle la révolte de la jeunesse qui exprimait une volonté d'un certain type de mode de vie, d'une transformation de la vie, donc d'une remise en cause culturelle dans le sens le plus large du terme de la société, et un mouvement ouvrier qui était un mouvement beaucoup plus traditionnel. Cohn-Bendit, qui est-ce? Je crois que vous me parlez de ce mouvement qui a été créé si récemment à grand renfort de publicité. Je n'en dirai rien d'autre qu'à propos de ces dernières démarches et de ces dernières décisions, que les travailleurs voient d'un mauvais œil les interventions qui se produisent et qui prétendent se substituer à leurs responsables pour diriger leur lutte. La classe ouvrière est majeure, elle n'a nul besoin d'immixtion et d'ingérence extérieure pour prendre les responsabilités qu'elle a à prendre dans la période présente. Entre les communistes et les gauchistes, le contentieux est ancien. Plus d'une fois, les gros bras du service d'ordre en viennent aux mains, comme ici, le 1er mai 68. Les groupes d'extrême gauche sont issus du PC, auquel ils reprochent son alignement sur Moscou, sa sclérose intellectuelle, son réformisme pépère, son stalinisme indécrottable. Les communistes rejettent le discours, l'idéologie et l'activisme souvent violent des gauchistes. Ils se méfient des mouvements minoritaires qui échappent à son emprise. Et puis, le 3 mai, l'article de Georges Marchais dans l'Humanité, dénonçant l'anarchiste allemand Cohn-Bendit, a jeté de l'huile sur le feu.
Les deux mots disent exactement ce qu'ils voulaient dire. Anarchiste parce que l'anarchie c'est la pagaille, et ça ne peut pas être sérieux, alors il faut faire attention. Et puis allemand parce qu'il n'est pas français. Et ce ne sont pas tout de même les Allemands qui vont décider du sort de la France et de la classe ouvrière française. Voilà, c'était tout. Et à la fois, cela montrait bien la manière d'appréhender un tel mouvement. Le Mai étudiant est autant anticommuniste qu'anticapitaliste. Si je suis rapide et rusé. Confinés dans leur ghetto, les étudiants transforment la Sorbonne en une sorte de commune que l'on visite bientôt comme le musée Grévin de la Révolution. Me disait un esquimao. Dans ce territoire libéré de toute contrainte, jour et nuit, on refait le monde. Litanie des enthousiasmes, des illusions, des espoirs. Les structures de l'université ne nous satisfont pas. Elles ne correspondent absolument plus à la société actuelle. Et cette société actuelle ne correspond absolument plus aux besoins de l'avenir. Et c'est cet avenir que nous, qui sommes jeunes, essayons de créer, essayons de faire progresser. Nous ne voulons pas que les choses restent comme elles sont, parce que comme elles ne sont pas bonnes. Des écrivains, Marguerite Duras en tête, trempent leurs plumes dans l'encre rouge. Jouer avec les mots, c'est leur métier. Sur le gaullisme fascisant, la violence c'est De Gaulle, le pouvoir c'est vous. Pour les travailleurs, soyez réalistes, demandez l'impossible. Une autre, sur l'intoxication radio, la radio empoisonne, la grève purifie. Spontanés ou réfléchis, les fameux slogans de mai traduisent une extraordinaire libération de la parole dont on aurait tort de sourire. Cette révolution des mots, ce défoulement verbal contre les digues d'une société matérialiste et cloisonnée, annonce une révolution culturelle qui restera la véritable révolution de mai. C'est à l'Odéon, occupé dès le 15 mai, que le Niagara de parole va trouver sa chute. Dans ce théâtre des fantasmes, transformé en divan, s'opère une vaste psychanalyse publique. Chacun vient raconter sa vie, véritable psycho, avant l'heure cathodique. Vous êtes 80% d'intellectuels ici. Et moi qui n'ai que mon certificat d'études, eh ben jamais j'arriverai au niveau du haut. Et malgré tout, je ne suis pas un minable. Oui, moi je suis garçon de café, je suis même maître d'hôtel. Eh ben, on n'avait plus le goût, quand vous avez fait 12 heures de travail, d'aller prendre des cours à la Sorbonne. Non, c'est pas vrai. J'avais envie de faire quelque chose. Malgré mes 300 000 francs par mois, eh ben, je n'ai rien fait. Et vous excuserez mon émotion, mais c'est comme ça en France. Voilà, c'est tout. Je ne peux vivre avec des œillères comme ça, marcher dans un couloir où vous ne voyez rien à côté, tout droit, c'est tout. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous donne la possibilité de vivre avec nos enfants et avec notre famille. Rares sont les observateurs qui perçoivent, au-delà des outrances et des caricatures, le sens de cet inconscient collectif. Sa portée est plus grande pourtant qu'un jet de pavé. Le pouvoir, lui, n'y voit que les signes de l'infantilisme d'un mouvement qu'il ne comprend pas. Faut les obliger à venir ici, c'est pour simplement... Le 18 mai dans la soirée, De Gaulle revient de Roumanie. Informé de l'évolution de la situation, il a abrégé son séjour. Le chef de l'État est furieux. Il suffit que De Gaulle s'en aille et tout s'écroule, glapit-il devant ses ministres au garde à vous. Le général retrouve un langage de militaire et chacun en prend pour son grade. Puis De Gaulle emmène avec lui Pompidou jusqu'à l'Élysée.
L'explication entre les deux hommes est franche, brutale presque, au point que Pompidou offre sa démission. On n'abandonne pas son poste en pleine bataille, tranche le général. Le lendemain, De Gaulle convoque à l'Élysée les responsables du maintien de l'ordre. Pompidou, Mesmer, Fouché, Grimaud. Il est très mécontent, il est très colérique, il a le teint rouge. D'abord, dès l'entrée, moi j'étais un peu gêné parce que j'étais le seul non-ministre dans ce petit conclave. Et le général nous accueille comme ça, à la porte de son bureau, on serre à la main, mais pas le moindre sourire ni quoi que ce soit. Et puis aussitôt qu'il s'assoit, le ton vis-à-vis de Fouché, qui l'interroge, est tout de suite assez dur. Il dit, Monsieur le ministre de l'Intérieur, je ne pense pas que vous ayez rien à m'apprendre, que je ne sache déjà quelque chose comme ça, ce qui n'était pas très gentil. Et là, tout de suite, il dit, j'ai pris mes résolutions, et ça suffit comme ça, maintenant, on libère la Sorbonne ce soir, le diront demain. Après la réunion, Pompidou ne révèle rien de la colère du chef de l'État. S'adressera-t-il aujourd'hui à la nation? Je ne pense pas, n'est-ce pas, mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Quand nous avons quitté le général, et comme il y avait un ordre précis et formel du chef de l'État, je n'allais pas désobéir. Donc je prends quelques dispositions, je commence à étudier comment on pourrait faire une intervention à l'Odéon dans la nuit. Georges Pompidou était persuadé que s'il n'y avait pas d'effusion de sang, l'affaire finirait par se déliter et ne laisserait pas de traces profondes. Que si au contraire on employait la force et que cette force aboutissait à des morts, à des blessés, au contraire il y aurait là une sorte de blessure qui aurait beaucoup de mal à se cicatriser. Dans la soirée, je suis appelé par Michel Jobert, qui me dit, voilà, M. Pompidou est très embêté parce qu'on a essayé de faire revenir le général sur ses décisions, il ne veut rien entendre. Est-ce que vous pourriez, vous, au nom de vos connaissances, de préfet de police, etc., appeler l'Élysée, appeler Bernard Tricot, pour dire que c'est pas possible. J'appelais le Bernard Tricot. Je crois que le général n'était pas encore couché, parce que c'était toujours le problème des 10 camps, mais 68, savoir s'il dormait, s'il ne dormait pas. Et il va donc voir le général, il me rappelle une demi-heure après, en me disant, le général vous laisse le soin d'apprécier, mais pas au-delà de 2-3 jours. Le général de Gaulle a laissé Georges Pompidou essayer sa tactique, et puis il était décidé à le juger au résultat. De Gaulle veut agir, Pompidou veut attendre. De Gaulle tonne de sa grosse voix, Pompidou fait le gros dos. Il y a bien, au sommet de l'État, divergence sur la manière de résoudre la crise. Mais le gouvernement a des questions plus graves à régler que la Sorbonne ou l'Odéon. Dans cette 3e semaine de mai, le pays est paralysé par la plus grande grève de son histoire. 7 millions de salariés ont cessé le travail. Il n'y a plus de trains, de bus, de métro. Les entreprises se mettent en congé, l'autorité de l'État est en pleine liquéfaction, l'économie a plongé dans le coma, les ministères se vident. Face à un pouvoir impuissant, s'en dresse un autre. La CGT gère la grève et le pays, mais veille à ne pas franchir la limite entre grève générale et grève insurrectionnelle. Si la population n'a pas eu à souffrir de la grève, personne n'a manqué de pain, personne n'a manqué en général de ravitaillement, personne n'a manqué d'eau, personne n'a manqué d'électricité. Il n'y a ni de services médicaux ou hospitaliers, enfin, etc. Tout cela, ni non plus de journaux. Tout cela, alors que tout le monde était en grève. Tout cela a dépendu des décisions prises dans les organisations de la CGT. La grève change la France. On apprend à vivre sans essence, sans banque, sans grands magasins. Les mentalités évoluent également à toute vitesse, dans l'allégresse des occupations et le rêve d'une autre vie. Je
pense qu'il est absolument aberrant que dans une société qu'on dit de progrès, parce qu'on parle beaucoup de la civilisation des loisirs, et on n'est pas idiots, les travailleurs ne sont pas idiots. Effectivement, on est dans une ère où il y a une progression énorme, une évolution formidable des techniques, des sciences, et en fin de compte, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'on leur donne en fonction de cette évolution? Eh bien, rien. Cet indéfinissable esprit de mai qui bouleverse les relations entre les hommes commence à souffler sur la société française. Ce n'est qu'un début. La fièvre s'étend bien au-delà des ouvriers. Le Plaza est en grève. Les écrivains, les footballeurs, les acteurs, les architectes, les médecins, tout le monde est touché par la grâce de la contestation. À Cannes, Truffaut, Godard interrompent le festival. Je souhaite que le festival s'arrête. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Même le RTF, la chasse gardée du pouvoir, entre dans la ronde. Les journalistes refusent la parole imposée. Si même la télé ne parle plus gaulliste. Et nous affirmons hautement que nous sommes décidés à réclamer les responsabilités du pouvoir. À l'Assemblée, l'opposition dépose une motion de censure qui est repoussée. Mais qui se soucie de cette agitation d'aquarium alors que le pays vote une motion de défiance? Désormais, les choses importantes se passent en coulisses. Pompidou sait que le salut est dans la négociation avec le pouvoir réel. Pompidou, le Premier ministre, a cherché à nouer des fils avec les syndicats, avec la CGT en particulier, pour engager une négociation et chercher une issue, comme on le fait dans tout conflit. Et pendant toute cette période, j'ai eu des contacts, c'est vrai, je peux le dire aujourd'hui, puisqu'ils ont été relatés dans des livres ou dans des journaux, avec des représentants de la CGT, contacts officieux que j'ai pris dans des conditions ou dans des circonstances qui parfois étaient un peu folkloriques. Je ne connais personne à la CGT qui ait participé à quelque chose de ce genre. Il y en a un jour où j'ai eu un entretien étonnant, square d'Anvers. Un autre jour où je suis allé dans une petite chambre dans un quartier éloigné du centre de Paris qui était sous les combles, au 6e étage, et où j'ai été conduit par deux personnages au faciès inquiétants et qui m'y attendaient qui n'étaient que des gens du service d'ordre de la CGT, parfaitement sympathiques et parfaitement inoffensifs, naturellement, enfin dont le physique était un physique impressionnant, et dans la période un peu inquiétante, et qui par des petits couloirs et petits escaliers m'avaient conduit jusqu'à une petite chambre où j'ai rencontré un responsable de cette centrale syndicale. Je trouve ça complètement saugrenu. Je ne vois pas comment on peut imaginer que nous prêterions à des histoires de ce genre, alors qu'un coup de téléphone pour nous dire officiellement on propose de négocier, nous n'avons besoin de rien d'autre, nous sommes contre les conversations occultes. Pendant ce temps, le mouvement étudiant patine. Le 20 mai, Cohn-Bendit part pour l'Allemagne. J'ai craqué personnellement vers, je ne sais plus quand, le 20 mai, parce que justement, donc c'était, je me retrouvais, si tu veux, devant un personnage historique qui m'avait quand même complètement coupé de plus en plus de mon origine politique. Je devais remplir un rôle politique que je ne voulais pas assumer comme ça. Le ministre de l'Intérieur, Christian Fouché, profite de son absence et du fait qu'il est allemand pour l'interdire de séjour en France. Christian Fouché me l'a dit d'ailleurs d'un ton un peu gêné. Il m'a dit on a finalement été obligé de prendre cet arrêté parce que c'est tout de même inadmissible, c'est insupportable. Cohn-Bendit se présente à la frontière française et il est refoulé. L'interdiction de séjour donne naissance au slogan le plus populaire de mai, « Nous sommes tous des juifs allemands ». La décision du gouvernement va rallumer l'émeute. L'UNEF appelle à manifester le 24 mai. C'est également le 24 mai que le général de Gaulle doit parler au pays. Il a fait son diagnostic. La France souffre d'une crise de civilisation.
Il faut y répondre par un vaste dessein. Le 24 mai, ce sera quitte ou double. Au pied de la grosse horloge, ils sont des dizaines de milliers. Le préfet Grimaud a autorisé un rassemblement, pas une manifestation. Tout le quartier est bouclé. Les délégations arrivent les unes après les autres. En un seul plan, tout le jeune cinéma français. Malle, René, Rivette, il ne manque pas une bobine. Même les amis de Mitterrand sont là. Estier, Ernu, Rousselet, au coude à coude, ne vont pas jusqu'à brandir le poing. À 20h, De Gaulle parle. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société. Mutation qui doit comporter la participation plus effective de chacun à la marche et aux résultats de l'activité qui le concerne directement. J'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État, et d'abord à son chef, un mandat pour la rénovation. Françaises, Français, au mois de juin, vous vous prononcerez par un vote. Au cas où votre réponse serait non, il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction. Il a dit n'importe quoi! Il a dit n'importe quoi! Cette fois, la magie des mots n'a pas suffi. Adieu De Gaulle, crient des milliers de poitrines. Et tout de suite, l'atmosphère se charge d'électricité. Mais la police intervient très vite pour dégager les abords de la place de la Bastille. La manifestation éclate en groupes épars qui se répandent sur toute la rive droite. La bourse est en feu. En ce moment même, il y a des flammes qui montent à l'intérieur de la bourse. La nuit du 24 mai, c'est vraiment celle qui me laisse alors le plus mauvais souvenir. C'est la seule nuit où j'ai eu à un moment l'impression que peut-être ça pourrait nous échapper. C'est la seule fois. Enfin, à aucun moment, je n'ai pensé que la rue allait renverser le gouvernement de la République. Parce que si vraiment j'avais été débordé, on me retirait mes pouvoirs et on donnait les pouvoirs à l'autorité militaire. C'est prévu par la loi et par la Constitution, c'est pas du tout illégal. Les manifestants ont reflué vers le quartier latin, transformé en énorme champ de bataille. Arbres sciés, panneaux de signalisation arrachés. La violence atteint cette nuit son paroxysme. À Lyon, un commissaire de police est tué par un camion lâché sur les forces de l'ordre. Au matin, le ministre de l'Intérieur dénonce la pègre sortie des bas-fonds. La pègre, c'est nous, répondent les étudiants. Mais le cœur n'y est plus.
plus personne ne contrôle personne. Et les Français commencent à prendre peur de cette escalade de violence. L'opinion publique, inquiète, veut être rassurée. Mais elle doute des capacités du chef de l'État à maîtriser la situation. Paris à feu et à sang, et des phrases creuses sur la participation. Décidément, le vieux a perdu la main, s'inquiètent les tenants de l'ordre. Son discours du 24 mai, on le sait bien, et je n'ai rien à ajouter là-dessus, est tombé tout à fait à côté. Ça a été de la part de ceux qui l'aimaient bien, disons, une attention polie, de la part des autres, l'opposition ou la dérision. Ça n'a rien donné. Eh bien, ce discours du 24 mai, c'était, à mes yeux, une parole juste qui sonne faux. C'était un discours profond qui allait au fond des choses, mais qui n'était pas recevable, parce qu'il n'était pas du tout en phase avec ce que les Français attendaient du général de Gaulle à ce moment-là. Il a eu le sentiment qu'il ne comprenait plus très bien. Il a dit lui-même la situation est insaisissable. Et par conséquent, il a été porté à laisser à son Premier ministre responsable la liberté d'action. De Gaulle a échoué, reste Pompidou. Le Premier ministre a tout misé sur la rencontre sociale au sommet. Il veut dissocier les revendications ouvrières de la contestation étudiante. S'il parvient à un accord avec la CGT, la partie est gagnée. Le jeune secrétaire d'État à l'emploi, Jacques Chirac, a préparé le terrain. Samedi 25 mai à 15 h, les délégations syndicales et patronales arrivent rue de Grenelle au rendez-vous de la dernière chance. Le Premier ministre, flanqué de son conseiller social Édouard Balladur, est décidé à discuter tout le week-end, s'il le faut. À Grenelle, seul Pompidou a parlé. Moi, j'étais présent. Chirac était présent. Mais nous étions silencieux. Nous parlions avec Pompidou et nous nous concertions pendant les suspensions de séance. Mais en séance, lui seul parlait. Et c'était normal. Il avait la pleine responsabilité de la manœuvre. Nous avons tout de suite observé chez Georges Pompidou son pragmatisme, son réalisme, car en définitive, il s'est beaucoup plus adressé aux interlocuteurs de la CGT parce qu'il savait qu'ils étaient les principaux animateurs et conducteurs de la grève qu'aux autres organisations syndicales. Les trois principaux interlocuteurs, c'était le gouvernement, le CNPF et la CGT. Tous les syndicats ont parlé. Mais c'est vrai que la CGT pesait d'un poids particulier par la force des choses. J'avais eu l'occasion, à ce moment-là, de prendre des contacts, notamment avec la CGT, au terme desquels, des contacts, je dirais, de couloir, au terme desquels nous devions fixer, je ne peux pas citer les chiffres, peu importe, le SMIC à un certain taux. Et puis, cet accord, je dirais, moralement conclu, nous entrons en séance. Je rends compte à M. Pompidou du résultat de cet entretien et de cette petite négociation, qui était un élément d'une négociation globale, naturellement. Et on fait un tour de table, et à ce moment-là, quel n'a pas été notre étonnement de voir le représentant de Force ouvrière, dont on pensait qu'il s'associerait à cette demande, dire à nous, pas du tout. Nous, on veut le SMIC à 3 francs, ce qui était supérieur à ce que l'on avait envisagé. Et notre surprise a été encore plus grande d'entendre le représentant du CNPF répondre, eh bien, tout à fait d'accord pour 3 francs. Il est vrai que durant la négociation, Jacques Chirac, à l'occasion d'une suspension de séance, m'a demandé de la part de Georges Pompidou une conversation personnelle que j'ai acceptée. C'était pour me faire savoir quelles étaient les concessions ultimes auxquelles pouvait aboutir le gouvernement. Il y avait le SMIC, il y avait les ordonnances de la sécurité sociale dont nous continuons à exiger l'abrogation. Et j'ai fait savoir à Georges Pompidou par Chirac interposé qu'il n'était pas question de conclure la négociation à ce niveau, car notre revendication du SMIC était bien au-delà des 2 francs 80. Je crois que le gouvernement se proposait d'accepter comme ultime concession. Au petit matin, dimanche 26 mai,
Les négociations sont suspendues. Excepté sur le SMIC, on a guère avancé. Bon, écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire. Je crois que nous avons parlé pendant 13 heures, ce qui représente par conséquent la preuve que beaucoup de questions ont été abordées, que les discussions ont été approfondies et d'où vous pouvez conclure qu'elles n'ont pas reculé, mais qu'elles ont, je crois pouvoir l'affirmer, progressé. Bien entendu, la séance est suspendue et nous nous retrouvons demain, plutôt aujourd'hui, après-midi, ici même. Je vous remercie. Le marathon reprend le dimanche à 17 h. On piétine autour du tapis vert. Mais dans les couloirs, les conciliabules vont bon train. Jacques Chirac et Georges Séguy, en particulier, négocient en tête à tête. Vers l'aube, un compromis est trouvé. Nous avons donc pensé que, et là peut-être d'un commun accord avec Pompidou, que la seule solution qui se présentait à nous dans ces circonstances, nous, syndicats, lui, représentant du gouvernement, à l'occasion expliquant au CNPF qu'il ne fallait pas tergiverser, lésiner pour conclure un certain nombre de choses positivement, la seule solution, c'était d'aboutir à un résultat, de trouver la solution négociée à ce problème. C'est ce qui s'est produit. Nous sommes arrivés à un ensemble de conclusions positives et dont on peut dire qu'elles constituent un accord. C'est le caractère extraordinairement sérieux de la crise actuelle qui seul a permis d'aboutir à des concessions aussi importantes. Ça a coûté cher, c'est vrai, mais enfin, il faut savoir terminer ce genre d'agitation. Il faut savoir le prix que l'on veut payer. Et Georges Pompidou disait « je ne m'égoterai pas ». J'estime que nous avons atteint un résultat de première importance et qui doit permettre la reprise du travail dans des conditions aussi rapides que le permet la technique. Si la décision consiste à apprécier les résultats d'une façon positive, à moins que l'on estime pouvoir aller plus loin à ce moment, la reprise du travail ne saurait tarder. Nous avons cru le lundi matin que les choses prenaient un bon départ, puisque nous étions parvenus à un accord. Dans le petit matin de Grenelle, l'équipe Pompidou croit avoir gagné. Séguy part pour l'usine Renault. Nul ne doute à Matignon qu'il va faire accepter par les ouvriers les résultats des négociations. On faisait un meeting tous les jours, tous les matins. Alors il y avait plus ou moins de monde. Mais là, évidemment, avec Grenelle, on a eu un meeting de 25 000 salariés encore une fois. Et on a donc décidé de leur proposer de poursuivre la grève. Et avant que Georges Séguy arrive, les salariés avaient déjà voté sur notre proposition la poursuite de l'occupation. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. Contre. La grève est poursuivie à l'unanimité. J'ai rencontré Georges Séguy sur la passerelle de l'île Seyen, qui y venait, et il est venu rendre compte finalement de ce qui s'était passé à Grenelle. La parole à Georges Séguy, secrétaire général de la CGT. Chers camarades, 29 heures durant, quasiment ininterrompue, nous avons livré bataille face à un adversaire tenace. Ne nous méprenons pas, camarades. Rien n'est signé. Quand le gouvernement... Il ne saurait être question que nous signions. Quand le gouvernement nous a demandé si, au terme de ces longs travaux de discussion, nous allions lancer l'ordre de reprise du travail,
Nous leur avons répondu, comme nous n'avons jamais lancé à l'échelle confédérale le mot d'ordre de grève, il ne saurait être question que l'on se substitue aux travailleurs pour lancer un ordre de reprise du travail. En vieux routier syndicaliste, Ségui a senti la salle. Les milliers de métallos présents ne veulent pas reprendre le travail. Il n'ira pas contre. Après le meeting, il m'a dit vraiment les salariés, ils en veulent. Oui, il y a eu un peu de surprise pour ce que je me souviens, parce que au Parti communiste et à la direction de la CGT, on pensait que les choses seraient reçues de meilleure façon. Je suis allé parler à la Régie nationale Renault en sachant qu'avant mon arrivée, les travailleurs avaient voté la poursuite de la grève sur la base des informations qu'ils avaient entendues sur leur transistor, y compris les déclarations que j'avais faites simultanément à celles de Georges Pompidou au ministère du Travail. Je suis allé parler à ce meeting avec le souci de faire un compte-rendu objectif de l'état de la négociation, des concessions que nous avions imposées et des points sur lesquels il restait à faire subir au gouvernement la pression pour aller plus loin. J'ai fait applaudir les concessions, j'ai fait siffler l'intransigeance du gouvernement sur ces problèmes-là. Je pense avoir accompli normalement ma mission syndicale, et si c'était à refaire, j'en referais la même chose, même si certains ont interprété ces sifflets comme une condamnation de la position de la CGT. Renault est le phare de la classe ouvrière. La grève reconduite dans l'île Séguin, c'est un signe pour les grandes entreprises. En fin de matinée, on ne signale aucune reprise importante. Matignon doit se rendre à l'évidence, Grenelle a échoué. C'est cuit, soupire Pompidou. Le lundi matin, aux alentours de 10 h du matin, la politique de Georges Pompidou s'effondrait et il fallait donc faire autre chose. Le général de Gaulle a pensé que la stratégie de Pompidou ratait, que depuis que cette stratégie avait été adoptée et annoncée le 11 mai au soir, elle n'avait que subi des échecs, elle n'avait pas eu le moindre commencement de succès, et qu'on allait d'échec en échec, parce que en face, on demandait toujours davantage. Plus on accordait, et plus il était demandé. Donc il n'y avait pas de raison que ça s'arrête. L'après-midi se tient un conseil des ministres. Le climat est sinistre. De Gaulle semble absent, indifférent. Il retrouve juste de l'énergie pour protester contre l'autorisation donnée à la tenue d'un meeting au stade Charletti en fin d'après-midi. Les 30 000 personnes présentes ne doutent pas du sens de l'histoire. Elles brandissent le drapeau rouge et ne croient qu'à la révolution. Mais elles ignorent le sens de la manœuvre. L'idée de ce rassemblement a été lancée par l'aile modérée du mouvement de mai autour du PSU et de la CFDT. Des hommes comme Michel Rocard qui cherchent une issue politique, un pont entre le gauchisme et la gauche, entre l'illusion lyrique et les réalités. Un homme incarne cette transition, ce trait d'union entre les révolutionnaires raisonnables et les réformistes raisonneurs. Il y a Mendes France, observateur discret. Donc ça veut bien dire en effet que là il peut y avoir un pont, il peut être l'homme qui fasse le pont entre les mouvements gauchistes, entre guillemets, et un gouvernement de gauche qui prendrait la succession. Charletti a été, je dirais, la pointe extrême de cette tentative de construction d'un débouché politique PS-Centre offert au mouvement social. Et évidemment, la réaction du Parti communiste à l'égard de Charletti a été extrêmement négative, extrêmement dure. En fait, c'était un rassemblement politique dans lequel l'adversaire principal, c'était la CGT.
et aussi le Parti communiste. Aux yeux des communistes, Mendès France est un homme seul, sans parti, sans appareil, sans troupe. À cet instant de la crise, il incarne un danger immense. Donner une voix, une réalité, une espérance à un mouvement qui se cherche. Tout plutôt que Mendès, pense le PCF. Le 28 mai, François Mitterrand, qui n'était pas au stade Charletti, entre en piste. Le candidat de la gauche unie en 1965 est convaincu que face à un pouvoir qui s'effondre, il faut affirmer une alternative. En France, depuis le 3 mai 1968, il n'y a plus d'État. Et ce qui en tient lieu ne dispose même pas des apparences du pouvoir. Tous les Français savent que le gouvernement actuel est incapable de résoudre la crise qu'il a provoquée et qu'il en est réduit à agiter la menace du désordre dont il est le vrai responsable pour tenter de se maintenir en place quelques semaines encore. Moi, j'ai simplement dessiné le schéma que devraient, à mon sens, suivre les institutions si, dans une situation extraordinaire, démission d'un président de la République de la taille de De Gaulle, confusion et impuissance gouvernementale, le pays se trouvait désormais sans pouvoir. C'est tout. Et qui sera président de la République? Souverainement et librement, le suffrage universel le dira. Mais, d'ores et déjà, pour votre information, je vous annonce, parce que le terme éventuel est à 18 jours, et parce que c'est le même combat, je suis candidat. Je me soumettais à la règle du jeu qu'en somme, il récusait. Les communistes ne sont pas heureux d'être mis devant le fait accompli. Ils ne croient pas au vide du pouvoir, mais ils ne veulent pas être absents, au cas où. À la fois méfiance, même hostilité, à l'égard de l'entreprise Mitterrand, Mendès France et Le Canuet, mais en même temps, souci de ne pas se couper complètement d'une alternative politique dont on ne pouvait pas savoir ce qu'elle allait devenir. Le face-à-face entre Mitterrand et le PC est tendu. Waldeck-Rochet revendique plus de place pour les communistes dans le futur gouvernement. Mitterrand reste dans le flou, mais il a obtenu l'essentiel. Le PC marche avec lui. Il y a eu une discussion au comité central et un avis favorable a été donné à une participation à cette entreprise, à cette construction d'alternatives politiques. Mais pour bien montrer sa force, surtout à ses alliés, le Parti communiste convoque une grande manifestation pour le lendemain 29 mai. Officiellement, c'est la CGT qui défilera. Dans la soirée du 28, les ralliements à Mitterrand se multiplient. Alors pendant les 2 jours qui ont suivi, c'était un triomphe. On se ralliait ici ou là. Le nombre de ceux qui, au niveau des responsabilités politiques ou au niveau des cabinets, sont allés honteusement, je dirais, l'oreille basse et en rasant les murs, taper aux portes des collaborateurs de M. Mitterrand a été sans aucun doute important. Et comme tout se sait, naturellement, cela s'est su. Ne comptez pas sur moi pour citer à cet égard des souvenirs. Il y a prescription, bien entendu. Et du côté gaulliste proprement dit, cela commençait aussi à bouger. De même qu'il y avait certains membres du gouvernement, certains gaullistes fameux, qui étaient engagés dans une négociation parallèle et secrète avec plusieurs dirigeants communistes ou de la CGT. De même, il y avait des gaullistes qui préparaient l'avenir en essayant de traiter avec ce qui apparaissait comme le futur pouvoir. Il y avait, si l'on veut, une sorte de liquéfaction de l'État parce que on sentait que toutes les initiatives qu'avait prises le gouvernement se retournaient contre lui et les gens, y compris les fonctionnaires, prenaient des dispositions pour s'assurer auprès du pouvoir du lendemain. Dans ces cas-là, on pense toujours au pouvoir du lendemain. Et le pouvoir du lendemain, ça devait être la gauche. Le pouvoir semble frappé de paralysie. Dans les hautes sphères de l'État, c'est la panique. L'Élysée n'embrayait plus sur rien.
Pour ce qui concerne les aides de camp, les téléphones étaient complètement muets, nous étions isolés. On avait, il faut bien le dire, une atmosphère de fin de règne. Il y avait bien des gens qui étaient passés sous la carpette et sous le molleton de la carpette, d'autres qui avaient quitté Paris, d'autres qui étaient vraiment dans leur bureau, mais aux abonnés absents. Impuissant, le gouvernement est de surcroît ridiculisé. Le 28 au soir, Cohn-Bendit, interdit de séjour mais teint en noir, fait un retour triomphal à la Sorbonne. Je demande que le responsable qui a fait rentrer la police dans la Sorbonne, puisqu'il a causé du désordre de l'ordre public en France, soit expulsé de France. Je demande que celui qui a pris la décision de m'expulser, puisqu'il a causé le désordre public dans les rues de Paris, qu'il soit expulsé de France, même si c'est couché. Content d'être revenu en France. Ah ben non, madame. Content, mais non, mais je trouve ça assez triste. Et c'est vrai que c'est un grand moment, entre guillemets, pour moi. C'est-à-dire c'est un moment où on se sent plus pissé, quoi. Et d'un autre côté, ça a été très tragique parce que ça m'a fait complètement déraper. C'est-à-dire que j'étais plus capable de gérer moi-même mon personnage. Le 29 mai à 7h30, le général de Gaulle convoque son directeur de cabinet et l'informe qu'il part se reposer à Colombey. Un peu plus tard, le chef de l'État transmet au secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot, ses instructions. Le Conseil des ministres, qui devait se tenir ce matin-là, comme tous les mercredis, est reporté au lendemain, 15h. Le général m'a dit, je ne dors plus ici, j'ai besoin de me refaire à la campagne. Prenez, me dit-il, dans le secrétariat, sans que l'on vous voie, des cartes plus à l'est de Colombey, sans explication, et rendez-moi compte quand je pourrai partir. Vers 11h, le téléphone sonne dans le bureau du Premier ministre. Au bout du fil, il reconnaît la voix du général. « Je pars pour Colombey, je reviendrai demain », prévient le chef de l'État. J'étais dans le bureau de Georges Pompidou. Et Georges Pompidou repose le téléphone et me dit « il m'embrasse ». Alors, il était un homme assez fin, assez avisé. Le général n'avait jamais utilisé ce vocabulaire avec lui. Même s'il y avait eu de l'affectivité entre eux, le général n'avait jamais dit à Georges Pompidou « je vous embrasse ». Il m'a suffi de quelques minutes pour prendre les cartes, pour m'assurer que toutes les dispositions étaient prises par mes camarades, faire mettre la voiture du général dans le parc pour partir, et je suis rentré dans son bureau, je lui ai dit « mon général, vous pourrez partir à 11h15 ». Et à 11h15, le général a quitté l'Élysée par le parc et par la rue de Marigny. À midi, sur l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, le président de la République, son épouse et sa suite embarquent à bord d'hélicoptère Alouette 3. Le général est nerveux. Il maugrée parce qu'il y a trop de bagages, beaucoup plus que d'habitude. Le cap est mis sur Saint-Dizier, à 50 km au nord de Colombey. Le plein fait, l'appareil redécolle vers l'est. Et j'ai dit au pilote, mon initiative, je dis voler bas, sous les radars, de façon qu'on ne détecte pas. Le résultat est que les radars de l'armée de l'air qui suivaient l'hélicoptère le perdent de vue. Et dans la demi-heure qui suit, le chef d'état-major de l'armée de l'air m'appelle sur sa ligne directe et me dit « Monsieur le ministre, nous avons perdu l'hélicoptère du général de Gaulle ». Ma réaction était que l'hélicoptère s'était écrasé. Et j'appelle Georges Pompidou, qui était à Matignon, et dit je suis obligé de vous annoncer que les radars ont perdu l'hélicoptère du général de Gaulle. Ils ne savent pas où il est. Dans l'appareil, le bruit interdit le dialogue. Le général griffonne sur une enveloppe, résidence du commandant en chef des forces françaises en Allemagne, et l'attend à Floïc, assis à l'avant. La destination est donc Baden-Baden. J'arrive au terrain d'hélicoptère à peu près au moment où 2 hélicoptères se posent. Alors d'un des hélicoptères sort le général et Madame de Gaulle. Je me regarde à vous, je salue. Mais il s'avance et puis il dit « Monsieur, tout est foutu,
les communistes ont tout bloqué. Alors je viens chez vous pour voir. Et j'ai entendu Massu lui répondre, un homme de votre prestige a encore des moyens d'action. Donc, à mon sens, l'affaire était gagnée. C'était la réponse qu'il fallait au général. Alors j'ai compris tout de suite qu'il n'était pas dans son état normal, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas bien, qui ne tournait pas rond. Et je me suis dit, il faut surtout essayer d'arranger les choses, mais entre nous, quoi. Que je vois un peu plus clair d'abord sur ce qu'il pense, sur ce qu'il veut, mais surtout que ça reste strictement dans le cadre du Jagdhaus. Alors j'ai bloqué tout à fait toute relation avec l'extérieur. Plusieurs indices montrent que le général de Gaulle a pris des dispositions pour un séjour prolongé en Allemagne. Son fils et sa famille sont venus le rejoindre à Baden. Madame de Gaulle a commencé à installer ses bagages dans une chambre. Mais surtout, le chef de l'État français veut faire prévenir les autorités allemandes de sa présence sur leur territoire. J'ai compris qu'il voulait rester là. Alors j'ai fait son siège pour qu'il s'en aille. Et je lui ai dit des choses assez dures. Entre autres qu'il n'avait pas le droit de laisser tomber. Évidemment, je comprenais très bien qu'il soit fatigué de cette chienlit. Et à un moment donné, j'ai senti que ce que je lui disais lui faisait du bien parce qu'il m'a dit continuez, continuez. Alors j'en ai un peu rajouté. Hein. Alors, bon, ben, il a digéré un petit peu tout ça. Et puis, il m'a dit bon, ben, allez chercher ma femme. Je repars. On les a remis dans leurs hélicoptères. Et puis on a attendu que ça tourne, et puis le cœur serré, on les a vus partir, et puis on a soufflé. Vers 18h, le général de Gaulle est à Colombey. C'est ainsi que nous sommes rentrés à la Boisserie. Le général a aussitôt téléphoné à Bernard Tricot en lui disant, ben, comme prévu, conseil de ministre demain à 15h. Quand il m'a appelé, ce devait être vers les 18h, 18h15, ce jour-là, j'ai trouvé un homme, je dirais, qui allait de mieux en mieux. Et je lui ai dit assez carrément que le fait pour lui d'avoir disparu pendant quelques heures avait été pour le gouvernement et puis pour ses collaborateurs de l'Élysée une très dure épreuve. Et que ça, vraiment, nous avions été dans une drôle de situation. Et c'est au cours de cet entretien qu'il a eu cette formule « Je me suis mis d'accord avec mes arrière-pensées ». Et j'ai eu l'impression à ce moment-là qu'il était décidé à reprendre les affaires en main. À Paris, le Premier ministre a appris la disparition du général vers 14h. Pendant 2 longues heures, il reste dans l'ignorance de l'endroit où se trouve son président. À Matignon, tout le monde s'interroge. Alors, pour un préfet de police, c'est très surprenant, n'est-ce pas, de voir que le chef du gouvernement et tout l'entourage élyséen ne savent pas où est passé le président de la République française. C'est un moment troublant. Oui. Les dirigeants communistes apprennent que De Gaulle a disparu au moment même où s'ébranle la manifestation de la CGT. Je pense qu'à la direction du Parti communiste, on a toujours considéré que c'était une feinte. Nous n'avons jamais pensé que le pouvoir était vacant. Jamais. Je crois qu'on n'a jamais cru qu'il allait abandonner la partie comme ça. Et il y a eu au contraire une réaction d'extrême méfiance et d'extrême prudence. Le climat dans Paris est étrange. Le temps semble suspendu. La foule est énorme. 400 000 personnes défilent en criant « Gouvernement populaire ». Le Parti communiste montre sa force sur le terrain. Aucune sortie de crise à gauche ne se fera sans lui. Dans toute ma vie, je n'ai pas participé à quelque chose de ce genre. C'était une manifestation puissante. On a estimé qu'il y avait 500 000 personnes dans un Paris vide. L'impression, c'était quand même le 29 mai, il faisait beau. Sur les boulevards, pas de police, pas de CRS, rien. L'impression d'être dans un pays conquis. Dans les sphères du pouvoir, les informations circulent.
On redoute que le PC transforme la manifestation en insurrection et s'empare de l'Élysée. Et dans le grand défilé de la CGT dont nous parlons, on me met en garde sérieusement en me disant qu'on a des raisons de penser que la CGT a des troupes armées. Moi, honnêtement, j'ai jamais pris ces choses-là au sérieux parce que ça ne résistait pas à l'analyse. Le Parti communiste, dès le début, avait bien vu que son principal adversaire, c'était les gauchistes. C'était vraiment la plaie et la catastrophe. Il aimait infiniment mieux un gouvernement gaulliste que le triomphe des gauchistes. Dans l'étrange atmosphère de ce jour, dans le grand vide créé par le départ du général, l'hypothèse Mendès-France prend de la consistance. Toute l'après-midi du 29, la montée vers le pouvoir de PMF semble irrésistible. Les ralliements à sa personne prennent l'allure d'un raz-de-marée. Il occupe le carrefour stratégique où tout converge, de l'extrême gauche au gaulliste. Dans la soirée, Mendès se décide et se jette à l'eau. Je ne refuserai donc pas les responsabilités qui pourraient m'être confiées par la gauche, et par la gauche tout entière réunie. Il est bien tard. La radio a annoncé le retour du général à Colombey. Pour ajouter encore un grain de folie à une folle journée, des rumeurs de mouvements de troupes circulent dans Paris. Ces rumeurs ne sont pas dénuées de fondement. Plusieurs unités blindées ont été mises en état d'alerte, à tout hasard. Nous avions simplement sur le terrain des gens qui rapportaient des déplacements, une agitation, des choses qui se passaient dans différentes casernes dans la grande périphérie parisienne. Des unités cantonnées dans les environs de Paris étaient en état d'alerte permanent. Mais l'armée proprement dite n'a jamais été engagée. Alors que la question s'est posée plusieurs fois. J'avais amené une brigade de 2 régiments de parachutistes tout près de Paris, à Frileuse, et jamais ces régiments n'ont été engagés, bien que la question m'ait été posée à plusieurs reprises. C'était évident que ces possibilités-là existaient. Le gouvernement avait ces possibilités-là au cas où quelque chose aurait donné un prétexte pour le faire. Il y avait risque si nous n'avions pas eu le sang-froid que nous avons eu. Le jeudi 30 au matin, dans le silence de la boisserie, le général de Gaulle rédige le texte de l'allocution qu'il a l'intention de prononcer l'après-midi même à la radio. Puis, en fin de matinée, ayant chaussé les bottes de 40, il regagne Paris et fait part à Bernard Tricot de ses intentions. Il a décidé de rester, il garde Pompidou, il fait le référendum. Alors, j'ai téléphoné à Georges Pompidou, je lui ai dit cela, et il m'a dit il faut absolument que je voie le général avant le Conseil des ministres, car moi, je veux partir. Je lui en veux de nous avoir laissés dans l'ignorance de l'endroit où était le chef de l'État, ce qui est une situation vraiment tout à fait exceptionnelle, pour ne pas dire plus. Je veux me retirer. Ça fait d'ailleurs longtemps que je suis Premier ministre. Il était Premier ministre depuis 1962. En début d'après-midi, Pompidou arrive à l'Élysée. Il a sa lettre de démission dans sa poche. Il n'en est pas question, tranche le général, qui lit à son Premier ministre le texte de son discours. Alors Pompidou, plutôt que le référendum prévu, plaide pour la dissolution de l'Assemblée. Mais de Gaulle tient au référendum, car lui seul peut, à ses yeux, rétablir sa légitimité. Pompidou argumente. Si le référendum est perdu, c'est vous qui êtes visé. En cas d'élection, ce n'est que moi. Et si les élections sont gagnées, riposte de Gaulle. Alors Pompidou sort sa dernière carte. Mon général, vous me demandez de rester, je vous demande la dissolution. De Gaulle s'incline. J'ai vu le manuscrit de son texte, qui est absolument certain et indubitable. Il avait écrit pour annoncer un référendum, et puis il a barré au dernier moment pour annoncer des élections législatives. D'ailleurs, la phrase n'était pas très bien montée, mais enfin, il avait suivi le conseil de son Premier ministre. Pompidou a obtenu satisfaction. Les élections législatives, c'est son affaire. À 16h30, après un conseil des ministres mené au galop, de Gaulle parle. Françaises, Français,
étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. En 4 minutes et demie, et en 4 minutes et demie, il a tout dit. C'était une sorte de salve de phrases d'une force incroyable. Je dirais que ça a renforcé notre admiration à l'égard du personnage. Son discours du 30 mai était une parole fausse qui sonnait juste. Parce qu'il avait l'air de dire que tout ça c'était la faute des communistes, alors que les communistes n'avaient pas cessé de manifester qu'ils souhaitaient que le gouvernement se tire d'affaire et de faire le nécessaire pour ça. C'était les seuls sur lesquels on pouvait vraiment s'appuyer dans cette période. Et c'était donc une parole fausse, mais en même temps, c'était une parole qui correspondait exactement à ce qu'on attendait. On voulait qu'il tape du poing sur la table, qu'il se dise des choses claires et nettes, et c'est ce qu'il a fait. Et en 4 minutes, il a fait un appel qui a été aussi décisif que l'appel du 18 juin. De Gaulle a montré le vide pour mieux le remplir. Dès la fin du discours, la foule afflue place de la Concorde, où de vieux briscards du gaullisme ont prévu depuis plusieurs jours une manifestation. Ils attendent 50 000 personnes. Et je le revois encore derrière ces fenêtres de son bureau qui donnent sur le parc de l'Élysée. Les fenêtres étaient ouvertes, il faisait beau. Et il regardait vers les... après ce discours, je sais pas, vers les 17h30, 18h, la foule qui commençait à monter, les Champs-Élysées. Il m'a dit, ça se présente bien, il y a beaucoup de monde. Ils défileront au moins jusqu'à 8h du soir. La marée gaulliste submerge les Champs-Élysées, guidée par une haie de ministres et de parlementaires. De Gaulle n'est pas seul, crie la foule. Ils sont au moins 500 000 avec lui. L'homme du 18 juin a joué, a parlé, a gagné. Puis au fur et à mesure que nous avancions lentement sur les Champs-Élysées, il arrivait de gens de tous côtés. Et alors nous nous sommes dit, c'est gagné. Ça veut dire que tout Paris vient, tout Paris reflue. Était-ce un homme brisé qui a été remonté, au moins temporairement, par le général Massu à Baden-Baden? Était-ce un froid calculateur en pleine possession de ses moyens qui a monté un scénario destiné à impressionner le peuple français et à provoquer un retournement psychologique? Eh bien, je dois dire que je ne le sais pas. En juin, commence l'agonie de mai. Comme par miracle, l'essence revient pour le week-end de Pentecôte. Il y aura des dizaines de tués sur les routes. Le lundi, la reprise du travail commence, d'abord très lente. Mais le 5 juin, les transports reprennent. Bus, métro, train fonctionnent après 3 semaines d'interruption. Paris retrouve son visage habituel. Tous les deux, c'est l'été, les vacances. Des négociations très dures continuent dans la métallurgie. Les étudiants les plus radicaux, refusant de voir que la fête est finie, convergent là où la grève dure. À Flins, de violents affrontements se déroulent entre les grévistes, appuyés par les étudiants, et les forces de l'ordre.
Un jeune lycéen, Gilles Totin, se noie en voulant échapper aux gendarmes mobiles. Le lendemain, les ouvriers de Peugeot affrontent les CRS qui ont fait évacuer l'usine de Sochaux. Un ouvrier, Pierre Bello, est tué par une balle de 9 mm. Un autre ouvrier, Henri Blanchet, déséquilibré par le souffle d'une explosion, se tue en tombant d'un mur. Cela fait 3 morts en 2 jours, alors que le pouvoir n'est plus en jeu. Les fins de grève sont meurtrières. Pour protester, l'UNEF appelle à une manifestation. Ce sera la dernière de mai, aussi violente qu'inutile. Ces barricades pour rien grossissent le parti de l'ordre. Le gouvernement dissout les groupes gauchistes. La révolution s'estompe dans des brumes nostalgiques. Les derniers vestiges du joli mois de mai disparaissent. Le gouvernement fait évacuer l'Odéon le 14 juin. Les occupants, qui avaient eu le temps de refaire plusieurs fois le monde, s'évanouissent. Le 16, c'est au tour de la Sorbonne d'être évacuée. Le printemps des enragés s'achève sur un grand nettoyage. Renault, la citadelle ouvrière qui a ouvert la marche, ferme le banc. Le 18, le travail reprend à l'île Seguin par un défilé de victoires que certains trouvent amer. À la fin du mois, la plus grande grève de l'histoire est terminée. Reste à comprendre ce qui s'est passé. À la télévision, le chef de l'État ne manque pas de lucidité rétrospective. Comment? Voilà une société. Je parle de la société française. Voilà une société dans laquelle la machine est la maîtresse absolue et la pousse à un rythme accéléré dans des transformations inouïes. Une société dans laquelle tout ce qui est d'ordre matériel, les conditions du travail, l'existence ménagère, les déplacements, l'information, etc. Tout cela qui n'avait pas bougé depuis l'Antiquité change maintenant de plus en plus rapidement et de plus en plus complètement. Une société qui, il y a 50 ans, était agricole et villageoise et qui, à toute vitesse, devient industrielle et urbaine. Une société qui a perdu en grande partie les fondements et l'encadrement sociaux, moraux, religieux qui lui étaient traditionnels. Une société qui, actuellement, dispose d'une information dont les moyens sont colossaux, qui agissent à chaque minute et qui s'emploient essentiellement, vous le savez bien, contre toute autorité, à commencer, s'il vous plaît, par la mienne, et qui tape sans relâche et presque exclusivement sur le sensationnel, le dramatique, le douloureux, le scandaleux. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer que cette société-là soit placide et soit au fond satisfaite? Elle ne l'est certainement pas. Comment trouver un équilibre humain pour la civilisation, pour la société mécanique moderne? Voilà la grande question de ce siècle. Place aux élections. Georges Pompidou bat les estrades. Il mène la campagne de la majorité gaulliste en jouant du réflexe de peur. Si vous voulez repousser l'anarchie, si vous voulez repousser la subversion, si vous voulez barrer la route à un parti totalitaire et qui menace nos libertés, accordez vos suffrages dès le premier tour massivement aux candidats qui sont investis par l'Union pour la défense de la République. Le Premier ministre,
attaque celui qui finalement fut son meilleur allié, le Parti communiste, et l'accuse de subversion. C'est un peu gros, mais seul le résultat compte. La vague gaulliste déferle dans les urnes. La gauche recule de 5 points. On n'a pas vu une majorité aussi large depuis le Second Empire. Le Parti de l'Ordre remplit l'hémicycle. Georges Pompidou, le vainqueur des élections, l'homme qui a tenu bon dans la tempête, est remplacé par Couve de Murville. De Gaulle n'a pas oublié les désaccords de mai, le chantage à la démission brandi 2 fois par Pompidou, les 11 et 30 mai. Surtout, il ne peut supporter que s'affirme une autre légitimité que la sienne, qui existe en quelque sorte, un président bis. Le fait qu'après 68, le Premier ministre, qui avait très bien conduit le bateau du gouvernement dans cette période très difficile, soit devenu l'homme auquel les Français attribuaient le principal mérite de la sortie de crise, lui paraissait profondément contradictoire avec la philosophie de la Ve République. Au lendemain de mai, De Gaulle veut réformer la société française. Il parle de participation et de décentralisation. Mais l'Assemblée de la peur, plus qu'un grand dessein, recherche un grand gourdin. Et la majorité élue en 68 a comme principal souci de tirer un trait sur ce qui s'est passé au mois de mai et de faire comme si rien ne s'était passé. Le 14 juillet, comme tous les ans, l'armée défile devant le chef de l'État et son Premier ministre. Tout semble rentrer dans l'ordre, en apparence. Car à défaut d'une révolution introuvable ou impossible, la révolution des mœurs va changer la vie des Français. Mai 68 va irradier la société, il y aura bien un avant et un après. Quant au vieil homme, rétabli in extremis par un coup de génie, il est définitivement ébranlé. Il a douté de lui, douté de sa capacité à guider ce pays. Il a vu ce lien magique et mystique qui le liait depuis 40 aux Français se distendre. Quelques mois plus tard, lorsqu'il voudra restaurer sa légitimité par le référendum, il tirera, non sans grandeur, les leçons de son échec.